Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e édition du Café Export de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et cette semaine, spéciale Chine avec deux invités, Mathieu Tremblay et Monsieur Lépine. Donc, on va attendre encore 3 petites minutes le temps que tout le monde se connecte. On était à 199 inscrits précédemment. Je pense qu'on attend à peu près 200 personnes aujourd'hui. Comme toutes les semaines, on va avoir trois sections. Donc, une première partie consacrée à l'actualité internationale et les nouvelles à travers le monde. Une deuxième partie animée par Mathieu de Bébé Love qui nous fera un témoignage sur les activités de Bébé Love en Chine. Et une seconde partie où Erandi Moté-Cortés interviewera Monsieur Lépine à propos de la situation en Chine. Donc, pas mal d'informations aujourd'hui. Nous sommes déjà à peu près 70. On va attendre quelques minutes. Juste le temps pour moi de vous rappeler que le webinaire est enregistré et disponible en rediffusion sur la page dédiée de notre site web de la Chambre de commerce et sur la chaîne YouTube. Que vous aurez un petit sondage à la fin de l'événement pour nous faire part de vos suggestions et de vos commentaires sur l'ensemble des cafés export et sur cette édition. Et enfin, il me reste à remercier nos partenaires, le développement économique du Canada et le gouvernement du Québec en place du ministère de l'économie et de l'innovation pour leur soutien. Il est -1, nous sommes une centaine de participants. Aujourd'hui, on a un agenda très chargé, comme je le disais, avec un entretien en seconde partie de Monsieur Lépine de la délégation du bureau, du Québec en Chine, excusez-moi, et Mathieu Tremblay de Bébé Love, donc qui a des activités en Chine depuis pas mal d'années et qui va nous faire une petite interview sur une petite introduction sur comment se passent ces activités en Chine en ce moment. Dernier petit rappel, donc le webinaire est enregistré, disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube et sur la page web du Café Export sur notre site de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Il est 10 heures à ma montre. Si vous venez d'arriver au Café Export, bienvenue à cette 5e édition spéciale Chine. On va tout de suite commencer avec les actualités de la semaine. Pas forcément spéciale Chine pour le coup, les actualités, mais on va vous faire un petit retour sur les différentes actualités internationales de la semaine. À commencer par les mises à jour gouvernementales. Donc, comme chaque semaine, on essaye de vous mettre un petit peu à jour sur ce qui se passe au niveau des différents paliers gouvernementaux. La principale nouvelle, je vous dirais, c'est la mise en place de la CEUM, donc de nouvelle ALENA en fait, au 1er juillet. Donc, vous avez plus d'informations sur le lien. Si vous n'êtes pas mis encore à jour des différentes procédures et puis de l'accord, je vous invite à le faire si vous avez des activités, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis. L'aide d'urgence pour les loyers commerciaux pour les petites entreprises jusqu'à 75%. Donc ça, c'est une nouvelle mesure qui a été prise la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous invite à aller voir si vous en avez besoin. L'ouverture de la subvention salariale, donc ça fait un petit moment qu'on en parle. Simplement, elle a été ouverte et disponible depuis le 27 avril. Donc on vous invite, si vous en avez besoin, à consulter le lien. L'ouverture du soutien au programme d'exportation bioalimentaire du Québec. Donc, depuis cette subvention, enfin non, ce soutien aux exportations bioalimentaires sera ouvert à partir du 1er mai et pour une période d'1 mois, ce sera un appel à projet pour aider les entreprises qui sont dans le bioalimentaire à exporter. C'est la même chose que le programme d'exportation, donc le PEX du Québec, mais dédié aux entreprises bioalimentaires avec des petites variantes.
Donc, il y a une contribution non remboursable de 50% de votre projet jusqu'à un maximum de 80 000. Vous avez tous les détails dans le lien et on vous invite soit à communiquer avec Groupe Export pour plus de détails, soit vous pouvez rentrer en contact avec nous aussi. C'est un programme qu'on connaît bien et puis on pourra vous guider là-dessus et puis vous aider. Et enfin, la dernière nouvelle assez fraîche de cette semaine, c'est la réouverture des activités économiques du Québec. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé sur d'autres webinaires où vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. Donc, c'est ça, l'activité économique du Québec reprend doucement. Petit tour du monde des activités, assez macroéconomique pour cette semaine. Simplement, le PIB des États-Unis en contraction de 5% en projet. Enfin, donc ça, c'est les trois premières sont un petit peu des news pas super fun, mais les États-Unis, et puis on peut s'y attendre, les États-Unis ont une baisse du PIB de 5%, l'Australie sur l'année 2020 projette une baisse de 6% de leur PIB et l'Allemagne de 6,3. Malgré tout, l'Allemagne prévoit un rebond de 5,2% en 2021. Donc, sans grande surprise, des économies qui se rétractent un petit peu et qui vont probablement rebondir en 2021 selon les économistes. On vous a mis aussi deux petits liens de boîte à outils, une infographie du déconfinement en Europe. C'est un article assez bien fait qui vous donne à peu près les déconfinements de chaque pays européen, enfin qui vous donne la date du déconfinement de chaque pays européen. Donc c'est très très facile et très facile à lire et très utile. Dernier petit lien, une boîte à outils, donc un guide des impacts économiques. Donc ça donne un petit peu quels ont été les impacts économiques du Covid-19 mondial. Donc il y a pas mal de tableaux, d'outils économiques qui vont vous permettre de monitorer un petit peu comment la crise a impacté l'économie mondiale. Donc aussi un article plutôt bien fait et plutôt utile aussi si vous prévoyez de faire des relances économiques dans quelques pays qui sont nommés. Les bonnes nouvelles de la semaine. La crise sanitaire en Afrique. Bon, on en parle beaucoup de l'Afrique. On a beaucoup parlé de l'Afrique et souvent pour dire que ça va être terrible, l'Afrique, la crise, etc. Cet article, je le trouvais intéressant parce que ça montre aussi que c'est un article plutôt positif en fait, qui montre que l'Afrique a déjà mis en place de la solidarité, de la créativité, de la résilience. Donc c'est un article qui est assez positif sur l'Afrique et qui montre que en fait il y a quand même beaucoup de pays africains qui vont plutôt bien s'en sortir de la crise. Donc je vous invite à le lire. Moi, j'ai bien aimé cet article. Ça donne une note positive sur un continent souvent qu'on voit dans les dernières actualités, pas sous un bon angle, mais en tout cas, je vous invite à regarder ça. Les bonnes pratiques pour un redémarrage réussi. Donc ça, c'est un article qu'on a trouvé assez intéressant. Ça passe en revue un petit peu tous les thèmes que vous devez passer en revue avant de rouvrir votre commerce, votre usine, vos bureaux, tout simplement pour rien oublier. Puis c'est un article bien rédigé, assez court et très utile, très opérationnel. Donc on a trouvé que c'était une bonne nouvelle pour vous. C'est des outils toujours intéressants. Le tableau de bord du rebondissement économique, donc ça, c'est une base de données Deloitte assez lourde, je dois vous dire. Ça met beaucoup de temps à charger, mais il y a énormément de données dedans. Donc, si vous avez besoin de faire un petit peu plus d'analyse de marché sur certains pays pour réévaluer vos risques, pour
évaluer les opportunités sur un marché à travers le monde. Il y a quand même beaucoup de données et à différents niveaux, donc du macroéconomique au très opérationnel par industrie, des choses comme ça. Beaucoup de données encore assez lourds à utiliser, je vous dirais, mais une fois que tout est chargé, ça va un petit peu mieux. Donc, un outil assez utile. Deux dernières bonnes nouvelles un peu plus légères. Donc ça, c'était un sondage de IATA qui a été fait qui disait que à peu près 60% des voyageurs seraient prêts à reprendre l'avion dès qu'ils auraient le droit. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que à la fois pour le tourisme, à la fois pour le développement économique et à la fois pour l'économie des industries aériennes, il va y avoir un petit rebond. Et en tout cas, le comportement des gens n'est pas, il n'y a pas une peur, en tout cas selon le sondage qu'ils ont fait, il n'y a pas de peur de reprendre l'avion ou de voyager à date. C'est un sondage qui a été fait par donc IATA et sur 10 pays, dont le Canada. Et enfin, la dernière nouvelle un petit peu plus légère, les restaurateurs peuvent vendre leurs bouteilles de vin au grand public. Tout simplement, c'est une bonne nouvelle. Ça fait une source de plus d'approvisionnement pour tous pour la fin du déconfinement. Donc, on vous invite à cliquer sur le lien. Et puis encore une petite nouvelle pour favoriser la reprise des restaurants, des commerçants qui ont quand même été durement touchés par la crise. Donc, ça fait le tour des bonnes nouvelles. Pour une fois, en 5 éditions, je suis dans les temps. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous l'ai dit, on a un contenu chargé. Donc, c'est sûr qu'on essaye de passer un petit peu plus vite cette première partie. Si vous avez des questions, Jérémy, est-ce qu'il y a des questions? D'abord, bravo Thibaut pour le respect du temps pour cette semaine. Comme tu disais, les gens ont beaucoup d'appétit, je pense, pour les deux présentations qui s'en viennent. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, peut-être attendre une dizaine de secondes. Mais, en voilà une d'ailleurs. C'était pas une question, plus un commentaire. Donc, je pense qu'on pourrait éventuellement enchaîner Oui, vers je vous la propose présentation. d'enchaîner. Oui. Donc, je vais connecter Mathieu Tremblay assez rapidement. Donc, je vais lui mettre la vidéo ici, puis lui ouvrir son micro. Donc, techniquement, on devrait bien t'entendre. Donc, bonjour, merci Jérémy. Bonjour Thibaut, merci. Donc, voilà. Donc, la parole est à toi, Mathieu. Je coupe mon micro. Excellent, bien merci. Merci beaucoup Jérémy. Bonjour tout le monde, bon matin. Alors, on va enchaîner rapidement. Je me suis demandé de respecter le temps, donc moi aussi, je vais essayer de bien faire bien faire ça. Alors, on va aller rapidement. J'ai effectivement je suis à la tête de ma compagnie que j'ai fondée en 2016 qui s'appelle Baby Love. On est une compagnie qui fabriquons, pour ceux qui ne nous connaissent pas, là, on fabrique et on design et on vend maintenant un peu partout dans le monde des produits pour bébés, donc 0-4 ans. Ce qui fait qu'on est unique, c'est qu'on a des produits qui sont effectivement très sécuritaires. Il y a beaucoup de normes de sécurité au niveau des produits pour bébés. Donc, on est sécuritaire, de qualité, c'est durable. Un design qui est attirant, donc avec un look scandinave qui plaît un peu partout. Ensuite de ça, la compagnie on est basé à Montréal, 24 personnes. Basé dans 21 pays, comme je disais, et on est la compagnie qui a la plus grande croissance en Amérique du Nord depuis les 3 dernières années. Donc, notre philosophie, c'est ça, c'est des produits pratiques, durables, bien conçus et sécuritaires. Ce qui nous a fait qu'on est devenu dans le domaine du bébé, on voulait faciliter la vie des parents. Et des enfants. Il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. Et en cours de route, ça nous a amené à faire des bons produits. Et ça a plu dès le début de la compagnie, et ce qui a fait qu'on a eu une expansion très rapide. En termes d'histoire, c'est ça. En 2009, on commençait dans le domaine du bébé. Ma conjointe et moi. Donc, on a commencé par vendre des produits. On a distribué à travers le Canada, à travers une compagnie sœur qui s'appelle Caribou Distribution, donc des produits qui viennent d'Europe et aussi des États-Unis, qui existent toujours.
Et en 2016, on lance nos premiers produits, 4 produits qui ont eu un succès très rapide. On s'est fait connaître rapidement à travers le Canada. 2017 déjà, on a pris des places intéressantes dans le réseau de distribution avec lequel on travaillait. Puis, on a commencé déjà à vendre aux États-Unis, au Mexique et aux Émirats. On a monté ça à 18 produits. Ça a augmenté aussi vite au niveau des produits que des marchés. 2018, on a commencé l'Amérique du Sud avec le Chili. La Grèce s'est ajoutée et la Chine. Donc, notre histoire en Chine, même si on y avait mis les pieds là, déjà depuis 2016, moi, je vais en Chine régulièrement. Je passe 3 à 4 mois par année là-bas. Et d'ailleurs, présentement, j'y serais si c'était pas de la situation exceptionnelle du COVID. Donc, ça a commencé en 2018. Je vais revenir un petit peu là-dessus, comment on s'est rendu là. Et puis, ensuite, ajouter la Corée, la Thaïlande, donc beaucoup l'Asie. Les produits ont augmenté aussi. 2019, il y a eu une expansion autant au niveau de l'Europe, beaucoup au niveau de l'Europe et encore une fois, Amérique du Sud et de l'Asie. Donc, ça nous a aussi augmenté de ce côté-là. Et en 2020, on continue. Le développement international, ça se poursuit. On ajoute la Turquie, la Hongrie, c'est déjà fait. Et là, on est en négociation, en discussion pour implanter l'Angleterre, la Scandinavie, le Japon et d'autres pays qui va nous porter probablement près d'une trentaine de pays d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, l'expansion rapide, vous pouvez le voir. C'était notre, je dirais, agenda du jour avant le COVID. C'était la situation. On développe le monde. Je voyage beaucoup. Je passe beaucoup de temps dans mes rencontres à développer ces relations-là, en particulier en Chine, parce qu'on a aussi notre production qui se passe là-bas. Puis c'est ça, je vais parler avec la crise du COVID. On a vraiment les deux côtés en Chine, autant au niveau de la production. On a environ 32 usines actuellement en Chine et à Taïwan avec lesquelles on travaille. Tout le design, la R&D, le contrôle de la qualité, on travaille avec les centres de recherche, etc. C'est tout fait au Canada. Par contre, quand vient le temps de faire notre production dans notre marché, on n'a pas le choix. C'est un incontournable. Ça se passe en Asie. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se questionne. Est-ce qu'on aura des sources d'approvisionnement ailleurs en Asie, dans d'autres continents? C'est des choses qu'on n'a pas le choix, qu'il faut se poser comme question au moment où on se parle. Puis, on regrette de ne pas l'avoir fait, même peut-être un peu plus tôt, mais on s'adapte. 4 entrepôts actuellement, donc Canada, États-Unis, Chine, Belgique, pour desservir nos différents marchés. Et c'est la routine dans laquelle on focusait pour développer le monde. Notre focus était aussi beaucoup sur le développement de produits. Comme vous allez voir, on lance beaucoup de produits à chaque année. Donc, notre équipe de design est très active. On lance des produits super intéressants, super innovants. Qui plaisent énormément, comme par exemple des emmailloteuses qui donnent 3 possibilités pour l'enfant de dormir et qui favorisent le sommeil de l'enfant, donc le sommeil du parent. C'est très apprécié quand on vient d'avoir un bébé de pouvoir dormir parce que notre enfant dort mieux. Ensuite de ça, un de nos très, très populaire, produit très populaire, qui est le Trimo en bas à gauche, qui coupe les ongles sans le risque de blesser l'enfant. Donc, ça aussi, c'est des types d'innovations qu'on développe et qui plaisent énormément. Vous pouvez voir celui juste au-dessus, le thermo. Bon, c'est un thermomètre qui a été tellement populaire pendant la crise. On ne sait pas quand est-ce qu'on va être capable d'en avoir encore parce que toutes les usines qui fabriquent ces produits-là sont en demande énorme dans le contexte du COVID. On peut imaginer, là, les thermomètres infrarouges sont en grande demande, mais il y a eu des demandes énormes du côté chinois, entre autres, et même récemment, au niveau canadien, on s'est fait approcher par Santé Canada pour fournir ces produits-là. C'est malheureux qu'on n'ait pas pu survenir à la demande, mais on aurait probablement facilement pu doubler notre chiffre d'affaires juste en vendant ce produit-là en 2020 si on avait eu la possibilité de produire dans le contexte actuel. Donc, c'est ça. On va passer maintenant sur qu'est-ce qui se passait juste avant la crise. Bon, je l'ai mentionné rapidement. La R&D, les innovations, on a gagné beaucoup de prix et on continue à en gagner. On s'investit dans toujours à renouveler le design,
Dans la technologie, comme le développement, présentement, on est en train de développer des nouveaux moniteurs vidéo Wi-Fi, super intéressant. On est toujours dans les nouvelles tendances. Les salons internationaux, je le mentionnais rapidement, mais on se promène beaucoup. On se fait voir en Allemagne, qui est notre gros salon. La Chine, on a 2 salons à Shanghai et à Hong Kong à chaque année, en plus des missions économiques qu'on participe, qui font partie de comment on a développé nos marchés, comment on s'y prend. On travaille beaucoup avec les gens des délégations, que ce soit du Québec ou des délégations commerciales du Canada. On fait partie des parcours. Puis je l'ai mentionné, là, les missions économiques, c'est un élément important pour développer et tisser des liens avec des partenaires, des acheteurs ou même au niveau de la production. C'est ça. Et bon, on a une présence très forte. On vise sur l'expérience. Le but, c'est d'améliorer l'expérience des parents. Donc, cette expérience-là, on l'a fait vivre en ligne depuis le début de la compagnie par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, des influenceurs, les blogueurs. Et ça, c'est vrai en Chine. Parce que la Chine est très avancée au niveau de ces plateformes-là. Et il y en a d'autres d'ailleurs. Là, j'ai nommé les plateformes ici, mais ils ont des plateformes aussi là-bas. On peut penser à WeChat d'ailleurs, Weibo et d'autres. Donc, ça fait partie de de ça dans quoi on s'investit beaucoup. Et on a continué, comme vous allez pouvoir le voir, pendant la crise. Je mentionnais les missions commerciales. J'aurais aimé vous partager une petite vidéo qui dure 20 secondes. Je pense que Jérémy me disait vous allez pouvoir y accéder au lien avec la présentation. Malheureusement, la technologie ce matin ne nous permet pas de la visionner, mais comme vous pouvez voir, c'est une vidéo qui a eu lieu en Chine. CCTV One, c'est l'équivalent de la plus grande chaîne américaine, disons. C'est hyper populaire et puis dans cette petite capsule-là où on voit le présentateur de CCTV One, il parle justement des missions économiques du Canada au CIIE, qui est le grand salon de l'export de Chine. Et on voit M. Lépine, d'ailleurs, dans cette vidéo-là. On voit Bébé Love, on voit nos produits, etc. Fait que je vous invite à aller la visionner si vous avez une chance. C'est 20 secondes. C'est très intéressant. Et puis, on va continuer. On va enchaîner avec la slide suivante. Je crois que j'ai un décalage technique de mon côté. Oups. Mathieu, c'est Jérémy, est-ce que tu vois la slide de la crise du COVID? Non, je suis complètement figé présentement. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, j'ai un... Ça tourne et tout est complètement figé, Jérémy. J'imagine que tu m'entends. De mon côté, On t'entend super bien. Vous m'entendez super bien. OK. C'est que je n'ai pas les slides devant moi puis je n'arrive pas à les voir non plus parce que ça va pas. Je peux pas enchaîner en fait parce que je n'ai pas les slides. J'aurais dû avoir une copie de papier idéalement, là, mais. En fait, on est au niveau de la crise du COVID. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de janvier, février et mars de votre côté? Bon, je vais essayer d'enchaîner sans voir le matériel. Malheureusement, je m'excuse. Peut-être ça va revenir. C'est difficile un petit peu sans la slide, mais je vais faire mon possible. Ce qui s'est passé, en fait, pour nous en janvier, avant la crise, j'étais en Chine. Donc, ça a été une... Bon, là, j'ai plus d'image. Est-ce que tu m'entends encore, Jérémy? Ah, OK. Je pense que c'est revenu. M'entends-tu toujours, Jérémy? Oui, je t'entends super bien. OK, je pense que c'est revenu. Je m'excuse des difficultés techniques, c'est malheureux. Donc, mais j'ai la slide, c'est bien. Janvier, j'étais en Chine, j'étais au salon d'Hong Kong au début de l'année et là, on m'a dit, je m'en allais en Chine, on m'a dit, il y a un virus qui court, on n'appelait pas ça encore le coronavirus, et puis, attention, faut être prudent, alors qu'ici, on n'en parlait pas encore. Donc, ça avait commencé comme ça. Pour nous, ça nous a impacté très rapidement. Étant donné que notre production est en Chine, ça a créé des retards de production, puis c'est d'autant plus important que tout ce qui se passe en début d'année, il y a le nouvel an chinois à cette période-là. Il faut que nos productions soient à temps parce que c'est nos ventes d'été. On a quand même des produits d'été, des produits pour la saison estivale qui représentent à peu près 50 de nos ventes. Donc, c'était super important de s'attaquer à la situation de la production au départ. Fait que ça a été un peu le branle-bas de combat là, à partir de février
pour voir comment on allait pallier à ça, faire des déplacements d'inventaire entre nos entrepôts pour être capable de pallier à ça. Et là où la Chine était arrêtée, ben, le reste du monde continue à tourner. Donc, nous, nos ventes en Chine étaient impactées directement. La Chine, actuellement, ben, jusqu'à maintenant, c'était le troisième marché en importance après le Canada et les États-Unis. Mais vous allez voir que ça a changé récemment. Donc, ça a demandé toute une adaptation, beaucoup de communication avec les usines, beaucoup de complexité logistique qu'on a dû attaquer dès le mois de février. Ça l'a repris, mais quand même, ça a pris du temps. Ça a été long, puis même quand ça repartait pas rapidement. Ben, puis là est arrivé ce qui devait arriver. Au mois de mars, le COVID a rattrapé la Terre entière. Nous, ça a été notre deuxième marché en importance qui a été durement impacté, qui est aux États-Unis parce que notre entrepôt aux États-Unis a été considéré non essentiel dans le Vermont. Ils ont fermé l'entrepôt complètement. Donc, tout ce qui s'appelle même vente en ligne, qui est ce qui a pris le dessus pendant la crise, on peut même pas en bénéficier actuellement parce que l'entrepôt est complètement fermé puis c'est pas pensable de faire ces ventes-là directes là, à partir du Canada. Alors, ça a été un gros défi en termes d'incertitude, assez stressant. Les voyages ont tous été annulés. J'avais une mission économique qui devait avoir lieu au Brésil le mois dernier avec le gouvernement du Québec. Ça a été annulé. Je devais être en Chine présentement. On avait un autre salon aussi à Toronto qui avait lieu il y a quelques semaines, qui a été aussi annulé. Donc, bref, plusieurs voyages qui sont tombés à l'eau. Ensuite de ça, puis pour nous, ben, les voyages aussi, la Chine, c'est ça, c'est de bâtir des liens, c'est tisser les liens, d'entretenir autant avec nos gens qui s'occupent de la production que les gens les partenaires avec lesquels on travaille pour vendre nos produits, différents canaux de distribution qu'on a là-bas. Donc, ça fait partie de ce qui fait notre succès en Chine d'ailleurs. Ensuite de ça, en Amérique du Nord, on l'a vu en Chine au départ, mais là, c'est aussi en Amérique du Nord qu'on le vit des deux côtés. Là, les magasins physiques ont tous fermé, ou en grande partie, même des chaînes comme Toys R Us ou Bye Bye Baby aux États-Unis, etc. C'est fermé, donc on a eu des gros défis de ce côté-là. Et comme à peu près vous tous, j'imagine, nos gens à Montréal, ils travaillent de la maison et ailleurs dans le monde aussi, ils travaillent de la maison. On a même une personne qui est restée pris à Chicago pendant un représentant qui a travaillé là, qui était pris à Chicago pendant des semaines, ne peut pas sortir de là. Donc, ça a été plusieurs défis là, liés au confinement. Comment ça s'est passé ensuite de ça? Ben, dans le cœur de la tempête, on respire, on fait preuve de résilience. On rassure tout le monde, on organise le télétravail et on n'a pas le choix de s'adapter. Donc, on doit être agile. Nous, notre priorité, c'était de dire qu'est-ce qui marche encore? Ben, c'est les ventes en ligne. Heureusement, nos distributeurs, en particulier en Chine, ils étaient encore capables d'approvisionner les ventes en ligne. Même chose du côté du Canada, on était capable d'approvisionner les ventes en ligne. Donc, on a misé sur les ventes en ligne, on a refocusé tout ce qui était développement de produits, etc., pour faire améliorer nos messages sur les médias sociaux, améliorer la description de nos produits sur les plateformes comme Amazon, améliorer la description de nos produits sur les sites de nos clients qui vendent en ligne, tels que, par exemple, les Walmart de ce monde, Toys R Us, l'Abbé, Bye Bye. Pas Bye Bye Baby parce qu'aux États-Unis, c'est arrêté, mais l'équivalent aussi de ces magasins-là en Chine avec notre distributeur chinois, on a fait le même genre de travail. Tout le monde a embarqué dans cette approche-là de focuser sur les messages en ligne. On a aussi accéléré à l'interne, ça a libéré un peu de temps d'un certain sens, fait qu'on a accéléré tous nos projets technologiques, donc un programme d'Audi 4.0 qui a été accéléré à l'interne. On est en train d'implanter notre nouveau système ERP. Ça aussi, ça fait partie des priorités. On travaille activement à refaire notre site web, chose qui aurait probablement dû être fait l'année dernière, mais bon, avec tout ce qui se passait, a été peut-être un peu retardé. Donc, on met l'accent sur ces choses-là actuellement, au moment où on se parle. Ce qui s'est passé, on assistait à des choses intéressantes. Le thermo, comme je le mentionnais brièvement, qui est un thermomètre infrarouge, on s'en est fait demander plus qu'on aurait pu en produire. J'ai évalué qu'on aurait probablement pu vendre, grosso modo, 1 million d'unités et peut-être plus si on les avait eues en stock.
Donc, bref, on a vendu ce qu'on avait, mais il y avait une demande phénoménale, autant du côté chinois que dans d'autres marchés. On s'en est fait demander énormément, incluant par Santé Canada. Une autre tendance qu'on n'avait pas vu venir, qui était intéressante à regarder, c'est que les gens qui ont eu un bébé dans les dernières semaines ne veulent généralement pas aller à leur rendez-vous hebdomadaire ou mensuel là, pour, entre autres, faire peser leur bébé. Alors, la Kilo, qui est notre balance, a connu on a multiplié par 5 les ventes de kilos en ligne. Pas juste en ligne au total, mais par les ventes en ligne, parce que les gens évitent d'aller chez le médecin, sortir dans la période de confinement et choisissent de se faire livrer une balance pour peser leur enfant eux-mêmes. Fait que ça a été des beaux problèmes parce que c'était une augmentation pour nous des ventes, mais ça reste un défi parce qu'il fallait ajuster au niveau de la production. Là, on doit réagir rapidement. Puis ce qui est bien, c'est que les usines avec lesquelles on travaille ont été très réceptives. Encore une fois, si on continue à la slide suivante, on a accéléré on a augmenté, si on veut, ou amélioré notre présence sur le web. On a augmenté tout ce qui s'appelle contenu sur nos produits, les liens SEO, donc l'optimisation sur les recherches web. Et tout ce qui est aussi les partenariats, on a ajouté, on a travaillé avec des nouveaux partenariats, des blogueurs, des influenceurs, etc. On a fait des promotions pay-per-click sur des plateformes comme Amazon et autres, et ça a très bien fonctionné. On est en train d'ajouter une nouvelle plateforme à nos médias sociaux qui est TikTok. Donc récemment, on voit qu'il y a une forte tendance vers ça. Donc c'est sur cette tendance-là qu'on continue et on travaille pour se faire voir aussi à travers cette plateforme-là. Donc, ça fait partie de l'adaptation, qui est aussi une plateforme qui est très populaire en Chine. On va se le dire, là, ça vient de... je ne suis pas certain que ça vient de la Chine, mais en Chine, ils sont beaucoup plus avancés, par exemple, sur TikTok qu'au Canada. Donc, c'est aussi une façon d'adresser le marché chinois. En Chine, il y a aussi WeChat, comme je disais, que je mentionnais, et Weibo, qui sont très populaires, qui font partie des initiatives qu'on travaille. Qu'est-ce que ça a donné tout ça pour nous? Effectivement, on s'est retrouvé dans une meilleure situation qu'on l'avait même envisagé. Le mois de mars a connu une progression totale de 30 %. Le mois d'avril, on parle de 50 %, puis il finit aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres précis, c'est peut-être plus. Et ça, c'est en excluant, en considérant le fait qu'on n'a pas nos ventes américaines, qui était notre deuxième marché en importance avant la crise. Alors, c'est quand même, on s'en sort très, très bien, mais avec une redirection de nos ventes, là, de peu près tout ce qui était en magasin est rendu en ligne et plus. Alors, c'est quand même très, très, très positif dans notre cas et on continue à travailler fort dans ce sens-là. Les plateformes, que ce soit Amazon ou les ventes directes chez nos clients, ont vraiment explosé dans les 2 derniers mois et on voit encore cette tendance-là se continuer. Puis, je ne serais pas surpris que ça continue même après le COVID. Je pense que c'est quelque chose qui est appelé à rester et on va continuer à investir dans cette direction-là. Les distributeurs internationaux, on a été très étroits, on a travaillé très étroitement avec eux. Notre distributeur chinois a été très, très collaboratif, a utilisé les mêmes messages, les mêmes stratégies et ça l'a porté fruit aussi. Donc, eux aussi ont connu des ventes en progression à peu près de la même façon que ce qu'on a connu de ce côté-ci de l'océan. Donc, maintenant, notre deuxième plus gros marché après le Canada, c'est officiellement la Chine au moment où on se parle. On est très heureux de ça parce que ce qui s'est passé dans le contexte du COVID, c'est pas un marché facile, la Chine, mais ça nous a permis d'aller chercher une présence encore plus grande, d'accroître la notoriété de la marque, une marque de qualité, une marque canadienne, une marque qui plaît. Donc, ça fait vraiment boule de neige et on voit des opportunités extraordinaires dans les prochains mois en Chine et on va continuer à investir dans ce marché-là qu'on pense qu'il va être encore plus important dans les mois et dans les années à venir. Si on continue. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon, nous, de la crise? Premièrement, c'est ça. Faut être résilient. Il a fallu mettre l'accent sur nos forces. On était déjà fort en ligne. On a capitalisé là-dessus. On a investi dans cette direction-là. On a gardé confiance. On a gardé le cap. Toute l'équipe s'est retroussée les manches. Évidemment, travailler à distance, c'était pas notre quotidien, mais tout le monde a bien fait ça. On a fait des appels quotidiens avec toute l'équipe. La façon, ça a été fluide, ça s'est fait naturellement. On est une équipe jeune et dynamique. Tout le monde a bien suivi, ça s'est bien passé.
il faut être proactif. Donc, quand je dis être proactif, entre autres, c'est d'accélérer les changements technologiques. Dans notre cas, il y avait eu un peu d'attente pour la refonte du site web, la mise en place du ERP. Ça, on a accéléré ces choses-là. On va continuer à accélérer tout ce qui est numérisation de nos activités, optimisation de nos activités, vente en ligne, que ce soit direct ou via des plateformes. C'est deux stratégies qu'on va continuer à mettre de l'avant, mais au Canada, mais aussi en Chine. Il reste encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Puis c'est l'objectif dans les prochains mois. On est là-dedans et on va continuer dans les prochains mois à mettre l'emphase là-dessus. Je parle de la Chine parce que des plateformes, c'est super fort en Chine. Si on parle de Tmall, JD.com, il y a même des ventes par WeChat qui sont importantes. Il y en a d'autres aussi, là, je ne les mentionnerai pas tous, mais c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase. Ensuite de ça, ben, il n'y a pas juste la Chine qui offre des solutions de vente en ligne intéressantes. Fait qu'on explore aussi là, pour mettre en place au Japon avec la plateforme Rakuten, qui est aussi une autre plateforme intéressante. L'Angleterre, on a déjà signé une entente la semaine dernière justement pour commencer des ventes en ligne en Angleterre via Amazon, Lazada, etc. Donc, bref, c'est le refocus, je dirais, du moment, c'est les ventes en ligne, les ventes en ligne, les ventes en ligne. Donc, investir dans le marketing digital, on a signé des ententes avec des nouveaux partenaires aux États-Unis et en Asie aussi pour améliorer encore et investir encore dans la réputation de la marque en ligne, puis les messages qu'on peut faire pour plaire et se faire remarquer. Et enfin, ben, au niveau des produits, ben, c'est aussi là qu'on voit aussi des opportunités. On a des produits qui sont d'entre autres, dans nos catégories des produits qui sont pour la santé, bien, on prépare aussi d'avoir des produits dans le cas qu'il y aurait une deuxième vague ou qu'il y aurait une autre pandémie, comme des masques pour bébés réutilisables. On sait qu'en Asie, il va y avoir une forte demande pour ça. On verra si en Amérique du Nord, ce sera aussi populaire, mais il y a définitivement beaucoup de nos marchés qui vont être intéressés par ce type de produit-là. Donc, ça affecte aussi notre pipeline de développement de produits. Alors, ça résume ma présentation. Je m'excuse encore Merci pour les beaucoup, ennuis technique que j'ai eu, là, je pense que c'est de mon côté, mais bon, je pense que j'ai quand Il n'y a même pas de problème, passé Mathieu. C'était super. Dans le fond, on a deux petites questions pour toi, étant donné qu'on est serré dans le temps. Donc, on a Stéphane Vachon ici qui se pose une question des consommateurs chinois. Donc, est-ce que les consommateurs chinois sont friands de produits faits en Chine pour leurs enfants, en fait? Absolument. Absolument. En fait, le fait que ce soit fait en Chine, c'est pas un enjeu en soi. Ils aiment, et ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'il y ait une marque qui est respectable parce qu'ils n'ont souvent pas confiance à un produit chinois fait par des Chinois, mais ils vont avoir très confiance à un produit chinois fait par des Canadiens ou fait par des Européens. Pour la simple et bonne question qu'on a des standards de qualité très élevés, qu'on n'essaie pas de les contourner ou qu'on le vise au contraire, nous, c'est vraiment le centre, une priorité de nos activités, c'est de se conformer ou dépasser les standards de qualité au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et ailleurs. Donc, ça résonne, ce discours-là en Chine et ça plaît énormément. Le branding canadien plaît beaucoup pour des produits de qualité. Il faut se rappeler qu'il y a eu des scandales avec le lait maternisé il y a quelques années. Ils ont peur de la qualité des produits chinois faits par des Chinois, entre guillemets, mais pas si c'est des marques occidentales. Parfait. Super. Une dernière question d'Isabelle. Est-ce que vous avez confiance de rejoindre votre public juste par le web, même si vous n'avez pas d'événements physiques ou de kiosques commerciaux, par exemple des foires? C'est une super bonne question et je suis activement là-dedans. Le but, c'est de faire les deux. Nous, dès qu'on va avoir la possibilité, on va recommencer à faire les salons. Donc, notre équipe se tient au courant des salons commerciaux. C'est sûr que le contact physique, c'est super important. On va continuer à le faire dès qu'on va pouvoir le faire. Il y a eu des salons de cancellés. Il va peut-être y en avoir d'autres. On va faire plus de marketing en ligne, puis on voit que ça paye, on voit que ça rapporte. Donc, c'est clair que ça va rester, puis on va faire plus de communication directe comme ça. Mais je crois encore beaucoup à la relation humaine. Je pense que ça fait partie des piliers de notre entreprise. C'est ce qui nous a permis de bâtir sur justement des bases solides. Et c'est important d'entretenir ces relations-là, tant avec nos gens avec qui on travaille au niveau de la production
que les gens avec qui on travaille au niveau de la distribution internationale. Puis, donc, je ne peux pas m'empêcher de remettre à l'agenda des voyages. Comme je disais un peu plus tôt, je voyage 3 à 4 mois par année, principalement en Asie. Et dès que ça va être possible, dès que les frontières vont se rouvrir, je vais recommencer à le faire. Puis, je pense que c'est la clé si on veut avoir du succès en Asie. Les relations se bâtissent de façon humaine. J'ai encore de la misère à penser que demain, tout ça va changer puis ça va se faire juste en ligne. Je ne crois pas. Merci beaucoup, Mathieu. Ça clôt, en fait, ton segment. C'était super intéressant. J'espère que les gens ont apprécié. Je pense que c'est palpable dans l'intérêt des gens avec les questions. Donc, je vais éteindre ton micro, puis je vais te remercier à nouveau. Donc, tes coordonnées sont disponibles dans la présentation, vont être disponibles pour les gens. Donc, s'ils ont des questions plus spécifiques, ils vont pouvoir te joindre. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Ça me fera grand plaisir. Merci encore, Jérémy. Donc, on va poursuivre avec, je vais introduire ma collègue Erandi et puis M. Jean-François Lépine. Donc, bonjour Erandi. J'ajoute M. Lépine à l'instant. Excellent, merci beaucoup Jérémy. Bonjour M. Lépine. Bonjour à tous, mon nom est Erandi Cortez, directrice marchés internationaux et entrepreneuriat à la Chambre. Et j'ai le grand plaisir ce matin de m'entretenir quelques minutes. C'est toujours court avec vous, M. Lépine, mais on a quand même une quinzaine de minutes qui vont être très bien utilisées, je le sais. Alors, M. Lépine, directeur de la représentation du Québec en Chine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment allez-vous, M. Lépine? Comment est-ce que la crise affecte votre travail et celui de la représentation du Québec en Chine? Racontez-nous ça. Écoutez, d'abord, brièvement, je veux vous remercier de me donner l'occasion de parler à des entrepreneurs. C'est le but de ce qu'on fait dans la vie. Puis moi, quand je vois quelqu'un comme Mathieu, c'est la démonstration de tout ce que je pense dans la vie. Hein. Vous avez vu augmentation de son chiffre d'affaires en mars, en avril. La Chine qui est devenue son deuxième marché en importance après le Canada. Vous allez voir dans ce qu'on va dire ensemble que c'est une concrétisation de tout ce que je pense. Et merci beaucoup, Mathieu, de cela. Maintenant, pour moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai une barbe parce que je suis en confinement et j'ai promis de la couper le jour où je retrouverai mes employés, nos bureaux. On a 4 bureaux en Chine dans 4 villes différentes. Nos bureaux sont fermés. 2 d'entre eux sont ouverts, les plus petits, mais les bureaux qui sont dans l'ambassade du Canada à Pékin et le consulat général de Chine à Shanghai sont fermés depuis le début de la crise. Et au début, nous, les Québécois, on a quitté la Chine parce qu'on n'avait vraiment plus de clientèle, il n'y avait plus rien à faire. On s'est assuré que nos employés chinois qui entraient en confinement très strict allaient être en lien avec nous tout le temps. Ils étaient bien équipés pour qu'on puisse travailler, ce qu'on a fait depuis le début. Et imaginez-moi, je suis ici depuis 2 mois et demi. Quand je suis arrivé, je collaborais à la coordination des efforts du Québec pour aider la Chine. Donc, l'envoi de masques, envoi de produits médicaux, etc., à la Chine. Depuis 6 semaines maintenant, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je participe à la coordination de tous les approvisionnements en produits médicaux qui viennent de la Chine. C'est complexe. Certains ont peut-être vu la presse ce matin. Il y a eu toutes sortes d'histoires dans tout ça. Mais la bonne nouvelle, le plus gros avion au monde, le Antonov 225, est sur le point de quitter la ville de Tianjin en Chine avec une des cargaisons les plus importantes qui a été transportée par un avion. Et ça, c'est du matériel médical qui s'en vient au Québec. Et ça, c'est un résultat de toute l'équipe du Québec en Chine et ici avec d'autres collaborateurs et le fournisseur en question qui est une entreprise du Québec. Alors, c'est vraiment la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Wow, merci de partager cette belle nouvelle, puis c'est extraordinaire. Alors, bravo à toute l'équipe du gouvernement du Québec qui a travaillé sur le projet. Comment ça se passe? Comment est-ce que ça a été? Je vais me reprendre. Comment est-ce que la Chine a vécu la crise? Comment est-ce que la communauté d'affaires en Chine a vécu la crise? J'ai coupé le micro d'Erandi parce que, désolé tout le monde, là, en fait, il y a eu un certain problème. On va réessayer de remettre Erandi sur
sur le webinaire. Peux-tu essayer de parler, Randy? Oui, allô? C'est problématique un peu au niveau du son. Avec moi, est-ce que peut-être M. Lapine peut... Moi, est-ce que ça va? Ça va super bien pour M. Lépine. J'ai été obligé de mettre en sourdine et Randy une deuxième fois. Juste pour essayer de régler le problème, je pourrais peut-être vous poser la question qu'elle avait en tête. En fait, c'était quoi le portrait un peu de la Chine en ce moment, rapidement, le portrait face à la crise, puis comment qu'on s'en sort. Ben, écoutez, la Chine a peut-être vécu un des plus longs confinements. D'abord, ça a été la Chine a été traumatisée par ce qui est arrivé, parce que c'est le foyer, la découverte du virus s'est fait là. La Chine a passé un extrêmement long confinement, plus de 10 semaines dans le cas de la province du Hubei et de la ville de Wuhan où tout a commencé. Mais vous connaissez, ceux qui connaissent les Chinois savent que d'abord, ce n'est pas leur première crise. C'est des gens qui sont très résilients et les activités ont recommencé en Chine. À peu près 85% des activités ont repris en Chine dans tous les secteurs de l'économie, sauf évidemment la culture, par exemple, là où les fameux grands rassemblements sont interdits. Le confinement est terminé, mais on est dans un pays discipliné, alors tout le monde porte le masque encore. Il y a extrêmement de prudence parce qu'il y a eu des petites résurgences là, de Chinois qui revenaient en Chine. C'est un pays pour l'instant fermé aux étrangers. Seulement les diplomates comme nous vont pouvoir revenir après le 15 mai. Donc, c'est une économie qui, écoutez, qui a perdu 6,8% de sa valeur au premier trimestre de 2020, mais qui est en train de reprendre. Puis, comme j'ai dit, c'est des gens résilients. Alors, ils nous recontactent, ils sont extrêmement actifs. Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, les Chinois en Asie, on valorise beaucoup le contact personnel et beaucoup de gens se disent, mais comment on va faire pour reprendre contact avec la Chine si on ne peut pas avoir de contact personnel, se voir physiquement et tout ça. Mais les Chinois, comme tout le monde, les Chinois qui étaient déjà habitués de toute façon à utiliser le web pour toutes sortes de choses, sont extrêmement actifs dans des rencontres virtuelles, dans des projets d'expo virtuels. Donc, il y a effectivement toutes sortes de moyens mis sur pied pour relancer l'économie. Et il y a eu évidemment investissement massif du gouvernement chinois dans l'économie. On parle de 300 milliards de dollars. On parle aussi d'une volonté de la Chine cette fois, parce qu'en 2008, par exemple, quand il y a eu la grande crise mondiale financière, les Chinois ont souffert de ça parce que plus personne dans leur marché traditionnel, comme les États-Unis, n'achetait pendant une certaine période. Alors, on en a profité à l'époque pour relever encore davantage la production industrielle chinoise pour se préparer à la reprise qui a été plus rapide. Cette fois-ci, on sait que la reprise va être beaucoup plus longue. Alors, qu'est-ce que font les Chinois? Ils sont en train d'aider plutôt leur marché intérieur. 450 millions de Chinois de la classe moyenne, par exemple, à recommencer à consommer. Il y a eu une relative pause, encore que pour les produits de niche comme les produits de Mathieu, il n'y a pas eu de pause vraiment pendant cette période-là. Au contraire, on s'est mis à dire, c'est une période où on dit que les consommateurs chinois ont consommé de façon sélective. Ils se sont mis à chercher des alternatives, chercher des produits de qualité. Ils en ont profité pour réfléchir à leurs achats. Et les produits de niche, les produits de luxe, par exemple, ont connu une hausse très importante pendant toute cette crise-là en Chine. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je ne sais pas si c'est tout ça que Randy voulait que je dise. Mais non, en effet, je pense que je vais vous lancer peut-être une deuxième question parce qu'on veut attendre après oui, désolé pour les défis techniques. En fait, très rapidement, on vous partage ça, mais on fait tout le temps un test complet une journée à l'avance, mais ce genre de choses arrivent malgré nous. Donc, il y a une deuxième question, puis après, peut-être on pourrait voir si aussi les entreprises ont des questions. Sinon, j'en ai plein toujours pour vous, monsieur Lépine. Quels seraient vos conseils alors pour nos PME québécoises qui souhaitent soit redémarrer leurs affaires ou bien commencer à faire des affaires en Chine et bien évidemment compte tenu du contexte actuel?
Alors, ça, c'est vraiment intéressant parce que d'abord, ceux qui ne sont pas en Chine, moi, je vous invite à, vous savez, il y a eu beaucoup de presse négative, il y a eu beaucoup de choses négatives qui ont été dites à propos de la Chine. On pourra plus tard, par exemple, voir comment la Chine a géré cette propre crise-là. Hein. Je vous l'ai dit, le virus est né là-bas. Il y aura sûrement des choses qui seront dites là-dedans. La Chine demeure, par contre, ce qu'elle est, le plus grand marché au monde, un pays extrêmement dynamique, un pays qui s'ouvre de plus en plus aux étrangers. Donc, ceux qui ne sont jamais venus en Chine, profitez-en pour essayer de voir comment vous pourriez, comme Mathieu nous l'a tellement expliqué, explorer ce marché-là qui peut devenir pour vous un marché intéressant. C'est une période où on est peut-être plus en réflexion dans l'entreprise au Québec, au Canada. Alors, Mathieu nous a expliqué comment, par exemple, il en a profité pour refaire et améliorer ses instruments de communication et de vente en ligne. C'est une période pendant laquelle on peut faire la même chose. Donc, profitez-en pour ce qui est de la Chine, pour vous informer. Appelez-nous. Nos réseaux pour communiquer avec nous sont encore là. Export Québec, qui va devenir Investissement Québec International. Le ministère des Relations internationales, vous allez sur le ministère, vous avez toutes les coordonnées des bureaux du Québec en Chine et mes coordonnées, vous pouvez nous écrire. Nos bureaux travaillent virtuellement. On peut déjà vous présenter des partenaires. On peut déjà collaborer avec vous, peut-être, à faire des études de marché. Un des conseils qu'on donne aux entrepreneurs, c'est pendant que vous ne pouvez pas payer un billet d'avion pour aller en Chine, bien, plutôt que de payer un billet d'avion, pourquoi ne pas, par exemple, prendre cet argent-là et par l'intermédiaire de nos bureaux, entre autres, ou de consultants que vous pourriez voir en Chine, faire une étude de marché, par exemple, pour vos produits. Profitez-en aussi pour enregistrer quand on va sur les marchés en Chine. C'est très important de protéger sa propriété intellectuelle. C'est très important de protéger ses marques. Alors, c'est une possibilité aussi, pendant le temps dont on dispose actuellement, d'enregistrer ses marques sur ce marché-là, puis de commencer. On peut vous aider à tout ça. On peut vous offrir des réseaux de consultants en Chine pour vous aider à préparer une place sur les grands réseaux de commerce en ligne en Chine, comme Alibaba et d'autres, et qui sont des instruments de vente extrêmement intéressants où vous pouvez faire des premiers essais et puis ensuite vous lancer vraiment dans la commercialisation plus large. Ceux qui ont des partenaires, ceux qui sont déjà là, ceux qui font, comme on dit, du sourcing, par exemple, la fabrication en Chine, ceux qui ont des partenaires en distribution pour leurs produits, c'est une bonne occasion, vous l'avez peut-être déjà fait, mais de recommencer à communiquer avec eux, leur demander comment ils ont passé la crise, s'informer et voir avec eux comment on peut améliorer nos méthodes. C'est une période qui est faite pour ça. Et je peux vous dire qu'au sein du gouvernement du Québec, par exemple, il y a toute une réforme qui s'en va vers la relance, là, mais qui avait commencé avant la crise pour supporter des entreprises québécoises à l'étranger. Vous avez peut-être entendu parler de la grande réforme d'Investissement Québec qui va avoir une filiale Investissement Québec International qui va s'occuper d'attraction d'investissement et de support à l'exportation. On est en train d'affiner tout ça. Nos équipes vont travailler beaucoup plus ensemble. Et donc, on essaie d'imaginer des nouvelles formes. Justement, comme je le disais tout à l'heure, pendant qu'on ne peut plus physiquement être sur place, d'abord, nous, nos employés en Chine, vont transformer leur rôle. Ils vont pouvoir beaucoup plus vous représenter en Chine dans certaines foires, par exemple, si vous ne pouvez y aller, dans certaines rencontres que vous souhaiteriez faire avec vos partenaires, on pourrait vous représenter. On va être beaucoup plus proactif à ce niveau-là. Et donc, l'idée, c'est de profiter de toute cette situation pour revoir nos méthodes et puis essayer de voir comment on peut améliorer pour que quand vraiment la reprise va être complète, là, on va pouvoir être encore plus efficace. Alors, donc, essayez d'oublier les préjugés qui sont véhiculés dans la presse. Si vous n'êtes pas là, allez explorer ce marché-là. Et si vous êtes là, profitez-en pour affiner. C'est ça qui est important. Hein. Nous, les bureaux du Québec à l'étranger, on est des gens qui vous aident à identifier des opportunités pour vos produits
Eh bien, de l'autre côté, le gouvernement du Québec et vous, les chambres de commerce, c'est votre rôle d'être au courant de ces opportunités-là, donc communiquer avec nous, et puis surtout de répondre aux opportunités en faisant évoluer l'offre. Et c'est très important. En effet, mais merci, M. Lépine. En effet, ce sont des conseils, je pense, importants et à retenir pour nos entreprises. Pour ce qui est des études des marchés ou tout autre service qui pourrait vous aider à démarcher, à bâtir vos projets à l'international, n'hésitez pas à nous appeler. On va évidemment parler de l'offre que nous, on a. Entre autres, on est à Norpex aussi. Mais sinon, on peut vous référer aussi à d'autres organisations. C'est notre rôle aussi pour nous assurer que vous avez les soutiens dont vous avez besoin dans cette période et toujours d'ailleurs. Ce que je te propose, Jérémy, c'est qu'on passe aux questions. Et puis, si après on a un peu de temps, je poserai une dernière, mais je pense qu'on peut laisser la table à nos participants. Bonne idée. Peut-être avant de commencer, je voudrais, Randy, ajouter une petite affaire que vous avez dite. Moi, je pense que je dis tout le temps que quand la mentalité d'exportation, elle doit commencer d'abord au Québec. Nous, on travaille à aider les entreprises dans le domaine des exportations, mais je pense que ça doit commencer au Québec. Je pense que les chambres de commerce, par exemple, doivent réfléchir. C'est la première fois que je fais un événement, bon, c'est la deuxième fois à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et je pense qu'on doit en faire beaucoup plus de ça. Je pense que c'est votre rôle de convaincre davantage les entreprises d'avoir cette mentalité. Vous savez, et il faut se le dire, les entreprises québécoises sont parmi, en Amérique du Nord, peut-être les moins ouvertes à l'exportation, malgré que les exportations du Québec soient importantes en proportion de notre PIB, on pourrait faire davantage. Donc, c'est pour ça que ça commence au Québec. Le gouvernement du Québec va faire beaucoup d'efforts au cours des prochaines semaines pour aller justement chercher des entreprises qui ne sont pas à l'étranger et qui devraient y être. Encore une fois, pour augmenter nos marchés. C'est ça qui est important. Augmenter aussi la richesse collective du Québec. Mais je pense que vous, les chambres de commerce, la Fédération des chambres de commerce, tout le monde, vous avez aussi un effort à faire pour vous ouvrir encore davantage, même si vous le faites déjà. D'accord avec vous. Bien reçu. On a beaucoup de travail encore. Vas-y, Jérémy. Donc, si on enchaîne vers quelques questions du public, on a une question ici. Est-ce qu'on peut prévoir, peut-on prévoir, c'est pour quand la réouverture aux étrangers pour les foires commerciales, par exemple, en Chine? Ben d'abord, il faut d'abord que les Chinois décident eux-mêmes quand ils vont commencer les foires commerciales. Mathieu parlait d'une foire pour les objets pour enfants et tout ça qui a lieu à Shanghai. On parle, je pense, de l'été prochain. Je ne crois pas qu'il y ait encore de confirmation officielle qu'elle va avoir lieu telle qu'elle. Alors, et donc, les Chinois doivent décider eux-mêmes de leur propre rythme et pour l'instant, le pays est fermé. Une bonne nouvelle, c'est que cette semaine, le gouvernement chinois a dit à Singapour, Corée, Taïwan, évidemment, c'est considéré par les Chinois comme une de leurs provinces, éventuellement le Japon, les États limitrophes d'Asie où la crise est vraiment aplatie en termes de courbe. On a lancé des perches pour reprendre et leur permettre de revenir en Chine, surtout les voyages d'affaires. Alors, vous voyez qu'il y a une volonté de la Chine d'ouvrir le plus vite possible. Il va falloir graduellement que les compagnies aériennes s'adaptent parce qu'il n'y a presque plus de vols vers la Chine. La Chine permet pour l'instant un vol par semaine par pays. Alors là, il y a une ouverture Singapour, Corée, Japon pour ouvrir les portes davantage. Donc, ça va se faire au cours des prochains mois. À quel rythme? C'est tellement complexe, toute cette histoire-là, qu'on ne peut pas le savoir. Vous savez, je pense que Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, il y a une grande expo qui se déroule toujours fin octobre, début novembre, pas toujours depuis, ça sera la 3e année cette année. C'est la volonté de la Chine de s'ouvrir au monde et de montrer au monde, nous sommes un marché d'importation, hein, parce que beaucoup de gens disent que la Chine, c'est un marché difficile, fermé et tout ça. Alors, depuis 3 ans, puis Bébé Love était là l'an dernier, Mathieu l'a évoqué, ça s'appelle la China International Import Expo. C'est une immense expo.
on parle de centaines de milliers de visiteurs chinois qui viennent, entreprises, gouvernements et tout ça, pour voir les produits étrangers. Le Québec y est présent depuis le début et on a loué un espace encore cette année. Il y a des entreprises qui commencent à s'engager. Pour l'instant, cette expo-là va se faire. C'est en octobre, fin octobre. Donc, ça, c'est vraiment la volonté de la Chine de dire, venez, montrez-nous ce que vous faites de mieux, etc. Et donc, ça, c'est un indice là, que les Chinois veulent ouvrir. Ils ont besoin de ça. Leur économie a besoin de ça. Et ensuite, les Chinois eux-mêmes ont besoin ils veulent moderniser toute leur industrie pour en faire ce qu'ils appellent le Made in China 2025, l'industrie 4.0. Alors, ils ont eux-mêmes un besoin dans leur chaîne d'approvisionnement de technologie de pointe. Le Québec est là, on était déjà là, mais on va l'être encore plus parce que les Chinois veulent, encore une fois, que leur processus industriel soit beaucoup plus sophistiqué. Donc, ils ont besoin d'étrangers pour ça. Et on sera là à l'Import Expo de l'automne prochain pour justement présenter nos meilleures entreprises dans ce domaine-là aussi. Super. Ben, en fait, ça fait du pouce sur peut-être une dernière question pour la journée. En fait, à ce niveau-là, quels seraient les marchés avec des opportunités en Chine pour les PME québécoises? C'est très intéressant. Alors, le premier marché, vous l'avez entendu avec Mathieu, c'est son deuxième marché en importance. Pourquoi? Alors ça, c'est une description précise, mais en fait qui est générale. Cette compagnie-là, Baby Love, vend des produits pour enfants sophistiqués, originaux, il l'a dit lui-même, qui sont au-dessus des standards exigés dans les marchés. Les Chinois, c'est 450 millions de classe moyenne, mais surtout aussi, imaginez une famille chinoise. C'est un enfant qui a 2 parents et 4 grands-parents. Donc, c'est 6 adultes qui s'occupent d'un enfant. Qu'est-ce qu'ils veulent pour ce petit enfant-là, malheureusement, qui subit beaucoup de pression parentale? Ils veulent le meilleur pour lui, donc la meilleure éducation, mais surtout, quand on parle de nous, alors éducation, c'est bon pour le Québec aussi, parce qu'on a une offre éducative très bonne. Meilleurs objets, meilleure nourriture. Alors, il y a dans le domaine des produits de consommation, les Chinois veulent pour leurs enfants et pour eux-mêmes aussi ce qu'il y a de meilleur, ce qui est le plus conforme aux normes environnementales, la qualité. Et dans ce secteur-là de la grande consommation, divisé en petits marchés, nous, on a des produits de niche, par exemple, de qualité supérieure qui sont fantastiques. Et une niche en Chine, c'est énorme. Hein? C'est un marché énorme, c'est presque aussi grand qu'un marché canadien, par exemple. Donc, si vous développez un produit et qu'il est très populaire, dans le secteur agroalimentaire, par exemple, c'est les petits fruits, les canneberges et tout ça, et le sirop d'érable qui prend une vogue absolument folle en Chine, donc très important. Et je vous ai parlé aussi, deuxième secteur où on est extrêmement compétitif, c'est tout le secteur qui va permettre à la Chine de devenir cette grande puissance industrielle fondée sur la haute technologie, l'innovation, la créativité. Alors, pensons au Québec, haute technologie, innovation, créativité. On est des champions en application de l'intelligence artificielle au processus industriel. On est des champions dans des grands secteurs de technologie de pointe. Je ne parle seulement que, par exemple, l'optique photonique, les lasers, très importants dans le secteur industriel. Produits de toutes les questions environnementales, technologie environnementale, on est très fort dans ce domaine-là. Produits de construction environnementale, la construction en bois. Bref, il y a énormément de secteurs qui correspondent aux préoccupations actuelles de la Chine. Et donc, quand on s'attaque à un marché comme celui-là, la première chose qu'il faut faire, c'est voir qu'est-ce qu'on dit des consommateurs chinois, qu'est-ce qu'on dit de l'économie chinoise, où en sont-ils rendus? Et je peux vous dire qu'actuellement, ils sont rendus à un point où le Québec est capable de fournir énormément de choses et être très compétitif par rapport à d'autres étrangers qui sont nos concurrents. On a des produits de niche dans beaucoup de domaines qui intéressent les Chinois. Et c'est pour ça que vous avez vu l'exemple, par exemple, de Baby Love dans ce secteur-là, où ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de façon impressionnante en Chine, au point que c'est devenu maintenant leur deuxième marché en importance. Donc, ayons l'audace d'y aller. Et nous, on est là pour vous aider sur place.
Et oui, merci Lépine. Et puis merci. Oui, vous êtes là. Puis nous, si ce matin, il y a d'autres questions qui s'ajoutent peut-être dans les prochaines minutes, on a déjà écoulé notre temps aujourd'hui, mais envoyez-les nous et puis nous, on pourra les transmettre évidemment à Monsieur Lépine et son équipe. Ils sont là pour ça. Et puis, ça va nous faire plaisir de faire cette mise en relation. De notre côté, bien, restez attentifs aussi aux prochaines initiatives et des services qu'on mettra en place à votre service. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lépine, de votre temps ce matin et surtout, ce que je vous souhaite, à part beaucoup de santé, bien sûr, c'est que votre barre ne soit pas très longue avant de rencontrer vos employés. Merci. Et puis, pour nous rejoindre, c'est facile, Ministère des Relations internationales ou Ministère de l'Économie, les bureaux du Québec à l'étranger ou bien Export Québec. Et puis, on va vous aider. Excellent. Merci beaucoup, M. Lépine. Et maintenant, je passe la parole à Thibault pour la fermeture de ces webinaires. Merci beaucoup, Erandi. Merci, M. Lépine. Merci à Mathieu pour la première partie. On n'a pas pu prendre toutes les questions. On s'excuse, il y avait beaucoup de questions. Donc, comme l'a dit Erandi, on fera le relais des questions et puis on fera un suivi par la suite. On a juste dépassé 11 heures, donc je vais clôturer rapidement cette 5e édition du Café. Merci à tous d'être venus nous écouter. Comme chaque semaine, on le rappelle, il y a des initiatives qui sont mises en place à la Chambre et qui se mobilisent pendant ce temps de crise avec une infolettre, avec différentes ressources qui sont disponibles sur notre site web. Donc, je vous invite à le consulter. Et je vous dis à la semaine prochaine sur un thème de l'Union européenne avec le représentant du Canada auprès de l'Union européenne, donc très intéressant, et le témoignage de Cielé sur ses activités en Europe et puis aussi un petit peu à travers le monde. Donc on vous attend nombreux la semaine prochaine et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.